je remercie l'université de m'accueillir ici, dans cet amphi, qui a du sens pour nous, puisque c'est l'amphi des Cotigny, évidemment, nom qui parle beaucoup aux juristes et que je suis. Alors, j'espère que tout le monde est bien installé, que vous manquez de rien, que vous vous sentez bien, puisque justement, aujourd'hui, on va parler ensemble de bien-être. C'est le sujet de cette conférence. Alors, évidemment, le bien-être, on peut le dire, il est au cœur de nos préoccupations, c'est même un sujet d'actualité. Nous avons vu, nous voyons à l'occasion des manifestations, notamment contre la réforme des retraites, que, en définitive, parmi ceux qui sont opposés à cette réforme, eh bien, évidemment, il y a ceux qui défendent qui avancent des raisons financières, de santé, mais également d'autres qui souhaitent avoir du temps pour soi, pour les loisirs, pour les associations, du temps pour sa famille aussi. Il est vrai qu'on ne se contente plus aujourd'hui, en tout cas moins, de gagner de l'argent ou se loger, manger. On cherche une qualité de vie, une vie qui ait du sens, une vie épanouissante. On est même parfois prêt à changer de métier pour parvenir à cet objectif. Alors cela dit, je vais en décevoir certains, mais nous n'allons pas parler de yoga, de méditation ou de voyage, mais nous allons envisager la question du bien-être sous l'angle du droit. Alors avant d'entrer dans le cœur de notre propos, eh bien, il faut commencer par définir ce qu'on entend par bien-être. Et autant dire que la tâche s'avère ardue, puisque c'est une notion qui peut avoir des approches multiples. Si on pose la question à un sociologue, à un économiste, un philosophe et un psychologue, on n'aura pas la même réponse, c'est certain. Ce que l'on peut affirmer, c'est que le bien-être, c'est une notion multifactorielle, en ce sens que le bien-être, tout le monde s'accorde à dire qu'il est plus ou moins le résultat d'un certain confort matériel, d'une stabilité affective, du fait d'être en bonne santé également, de pouvoir réaliser ses aspirations personnelles comme professionnelles, trouver sa place dans la société. Et il faut admettre également que cette notion de bien-être, elle varie d'une société à une autre. Le bien-être est fonction du niveau de développement d'une société. On peut considérer que le revenu de la population contribue au bien-être, l'accès à la santé au niveau d'éducation, la liberté des individus. On sait que tous les pays n'offrent pas les mêmes garanties en termes de liberté et de droits. Cela dit, on va se mettre d'accord ensemble, sinon on risque de ne pas avancer, sur une définition à minima du bien-être et considérer que finalement le bien-être peut être entendu comme le bon état de santé physique et de santé mentale, voire comme s'identifiant à une certaine qualité de vie. Autrement dit, le bien-être serait la bonne santé physique et la tranquillité d'esprit, ce qui est déjà pas mal, vous serez d'accord. Alors, est-ce que la notion de bien-être est présente en droit et dans l'affirmative? Comment se manifeste-t-elle? Alors, est-ce que le bien-être est un objectif poursuivi par les règles juridiques qui nous entourent, à savoir par ces règles qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un qui ne respecterait pas notre bien-être, l'État, une entreprise qui malmènerait notre environnement, par exemple, un voisin trop bruyant qui décide de jouer de la trompette tous les soirs jusqu'à 5 h du matin? Est-ce que le juge, est-ce que l'avocat peut avancer le bien-être pour obtenir gain de cause? Voilà, c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. Alors, est-ce que le bien-être est présent? D'emblée, il faut se défaire de l'idée que le bien-être est étranger au droit. Pourquoi? Parce que le droit ne fait qu'épouser finalement les mouvements de la société. Si le bien-être est une revendication citoyenne, il n'y a pas de raison que le droit ne s'intéresse pas au bien-être. Et il est vrai que cette revendication, elle a évolué avec le temps et en parallèle, évidemment, la présence du bien-être en droit a évolué. Pour illustrer cette évolution, on va prendre un exemple ou deux, le droit du travail par exemple. Et le bien-être du travailleur, jadis, c'était quoi? C'était de ne pas mourir au travail, de ne pas être accidenté au travail. Autrement dit, le bien-être tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'était pas vraiment un sujet. On a pu avoir l'illusion que le bien-être était un objectif. Par exemple, les premières lois sur le travail de 1840, elles visaient à protéger les enfants de moins de 8 ans et les femmes enceintes. Mais en réalité, ce texte ne visait pas à améliorer leur qualité de vie, mais à répondre, à faire écho à un rapport qui avait établi que si on ne prenait pas soin des enfants et des femmes enceintes, eh bien, il y avait un risque qu'il n'y ait plus de soldats pour faire la guerre. Alors aujourd'hui, le bien-être a bien changé. C'est une préoccupation du droit du travail. D'ailleurs, l'essentiel des procès prud'homaux concerne des cas de harcèlement moral.
Autrement dit, de situations qui vont porter atteinte au bien-être, à la santé mentale. Donc aujourd'hui, le travail n'est plus vu comme une source de douleur qui doit être acceptée, mais on veut s'épanouir au travail. On vise un état complet de bien-être physique et mental, on ne se contente plus de travailler pour vivre, on veut s'épanouir. Un autre exemple de la prise en compte croissante par le droit de l'être, du bien-être, eh bien on peut le prendre dans l'évolution de la réparation des préjudices. Alors en France, vous le savez sans doute, celui qui va causer un dommage à quelqu'un eh bien, doit réparer les conséquences de ce dommage. Et notamment, il doit tout réparer, puisque la réparation est guidée par le principe de la réparation intégrale des préjudices. Alors cette réparation, elle peut consister en une indemnisation des conséquences de l'incapacité de travail, de la perte d'emploi, du manque à gagner, des frais d'hospitalisation. Mais le droit répare également ce que l'on appelle les préjudices extra-patrimoniaux, autrement dit tous les aspects du trouble psychologique qui sont subis par une personne. Le dommage moral, puisqu'on va le définir comme cela, ce qui atteint la personne dans sa dimension psychologique a émergé finalement assez tard, on va dire vers la fin du XIXe siècle, dans les 3 dernières décennies du XIXe siècle. On va commencer par reconnaître la détresse des parents du fait de leurs enfants détenus illégalement. On va reconnaître un préjudice moral à la famille qui n'a pas autorisé l'autopsie sur un corps. Et chemin faisant, on va réparer de plus en plus souvent les souffrances, notamment causées par la perte d'un proche. Aujourd'hui, au titre de ce préjudice dommage moral, des préjudices moraux, qu'est-ce qu'on répare? Eh bien, on répare le déficit fonctionnel, c'est-à-dire la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante, autrement dit, la perte de la qualité de vie. On répare les souffrances endurées, ce que l'on appelle le prix de la douleur. On répare le préjudice esthétique, ce sont les séquelles liées au dommage. Le préjudice d'agrément, c'est l'impossibilité de reprendre une activité à un rythme antérieur, par exemple le fait d'abandonner un sport, le trail ou le piano. On répare le préjudice sexuel, donc c'est l'atteinte qui touche à la libido, à l'atteinte morphologique, à l'incapacité d'accomplir l'acte sexuel. On répare le préjudice d'établissement, c'est la perte de chance ou d'espoir de réaliser le projet familial en raison de l'importance du handicap. Et les juges réparent depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, le préjudice d'anxiété. En 1996, la Cour de cassation a accordé la réparation de l'anxiété à une personne qui avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Puis elle a accordé la réparation au titre de ce préjudice aux victimes de l'amiante et celles du Mediator. Le bien-être existe néanmoins depuis pas mal de temps dans certains textes internationaux. Alors non pas comme un droit, mais plutôt comme un objectif à atteindre. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment par l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, etc. La Déclaration de Stockholm de 1972, qui fait suite à une conférence de l'ONU, proclame dans son article 1er, je cite, que l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. La résolution de l'ONU de 1990, donc beaucoup plus récente tout de même, prévoit que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. On constate, en passant, que le lien entre la qualité de l'environnement et le bien-être, le premier étant présenté en définitive comme la condition du deuxième. Aujourd'hui, il est acquis que les personnes ne peuvent s'épanouir, qu'on ne peut s'épanouir, trouver le bien-être que dans un environnement de qualité. À bien y réfléchir, sans qu'il soit fait état expressément, il y a bien d'autres situations juridiques que l'on peut mettre au crédit du bien-être. L'enfant dans son environnement scolaire, avec la lutte contre le harcèlement, par exemple. La réglementation qui vise à protéger les personnes vulnérables, les malades. La réglementation sur la fin de vie. Pour illustrer à quel point le bien-être aujourd'hui occupe une place importante, eh bien on peut citer la loi d'orientation agricole,
loi d'orientation agricole de 2014. Eh bien, cette loi, elle parle de bien-être animal, de bien-être des végétaux. Alors pour autant, est-ce que le bien-être est présent sous forme d'un droit ? Se poser la question du bien-être sous forme d'un droit, c'est envisager la possibilité pour une personne de demander des comptes à un particulier, voire à l'État, d'obtenir une sanction dès lors qu'elle s'estimerait atteinte dans ce qu'elle considérerait comme relevant de son droit au bien-être. Elle pourrait alors demander des mesures de réparation ou des mesures de cessation pour mettre fin à la source de son mal. Comme c'est le cas pour les atteintes au droit au respect de la vie privée, le juge va pouvoir ordonner par exemple la fermeture d'une page Facebook qui expose les éléments de la vie privée de la personne, tels que les éléments relatifs à l'état de santé. Alors avant toute chose, on se doit tout de même d'évoquer une limite à la reconnaissance d'un droit. Toute chose, tout être ne peut pas prétendre à un droit au bien-être et ne peut pas prétendre à un droit tout court. Pourquoi ? Parce que pour être titulaire d'un droit, il faut être titulaire de la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, c'est réservé aux êtres humains. C'est cette fiction juridique à laquelle bénéficie tout être vivant humain, né vivant et viable. Ce qui pose la question du droit au bien-être des non-humains, comme les animaux, par exemple. Alors il est vrai qu'on se soucie tous du bien-être animal, et même le législateur s'en soucie, puisque 515-4 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Le législateur a pris soin quand même plus loin d'ajouter que sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Autrement dit, clairement, pour le législateur, les animaux sont des choses. Donc, bien-être animal, oui, mais parce que ce sont des choses, eh bien, ils n'ont pas la personnalité juridique, puisqu'en droit, on est personne ou on est chose. Si on est chose, on n'est pas personne, bien qu'il y ait des régimes intermédiaires comme celui de l'enfant à naître. On parle du statut du fœtus, statut de l'embryon. Et le fœtus, bien comme les restes humains, font l'objet d'une certaine protection, il est vrai, d'un respect. Pour autant, ils ne peuvent prétendre à un droit. Je vais peut-être en décevoir certains, mais le fœtus, comme les restes humains, n'ont pas la personnalité juridique. Ce qui n'empêche pas de les protéger dans une certaine mesure. Alors maintenant, est-ce qu'il existe en soi un droit au bien-être, comme il existerait un droit à la vie privée, un droit à l'image, un droit à la présomption d'innocence? Là, pareil, je vais encore en décevoir certains, finalement je vais finir par décevoir tout le monde. Il n'existe pas de droit au bien-être. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Non, restez encore un petit peu. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il est vrai qu'il n'existe pas aujourd'hui de droit au bien-être qui serait invocable devant le juge, qui pourrait être invoqué par l'avocat, par le justiciable, mais pour autant, il se pourrait bien qu'on n'ait pas le flacon, on ait tout de même l'ivresse du contenant. Je veux dire par là qu'il se pourrait bien que le bien-être soit néanmoins très présent en droit. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence à travers notamment les droits de l'homme. Alors, lorsqu'on envisage les droits des personnes, il faut reconnaître une place particulière aux droits fondamentaux, précisément parce qu'ils sont fondamentaux, à savoir les droits de l'homme. Or, quand on étudie ces droits fondamentaux, on peut dire qu'à l'origine, la qualité de vie de l'individu pouvait se résumer à la protection de l'homme en sa qualité d'être vivant et en bonne santé, mais qu'aujourd'hui, sans perdre évidemment de vue les préoccupations liées à la vie et à la santé physique, on peut affirmer que les droits de l'homme se sont enrichis de nouveaux objectifs. Désormais, on prend en compte l'épanouissement de la personne, sa sécurité physique, mais aussi psychologique, ainsi que son cadre de vie. Autrement dit, on s'approche considérablement d'une conception très contemporaine du bien-être, en tout cas tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et la promotion de ce bien-être individuel revient en grande partie à la Convention européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur en 1953, et qui est aujourd'hui un modèle, si ce n'est le modèle le plus abouti de la protection internationale des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que cette Convention des droits de l'homme, elle est dotée d'un instrument redoutable, la Cour européenne des droits de l'homme, qui rend des décisions judiciaires. Des décisions qui s'imposent aux États. D'ailleurs, 46 États ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme.
Et ces décisions vont primer sur le droit national. Je veux dire par là que lorsque la législation d'un pays n'est pas conforme au droit de la Convention européenne des droits de l'homme, le pays qui est condamné doit adapter sa législation ou faire évoluer sa jurisprudence. On comprend alors l'importance de la manière dont les juges européens vont interpréter, appliquer telle ou telle règle de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on peut dire qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'audace, nos juges européens. La Convention européenne ne fait pas référence au bien-être, certes, et ne propose pas de droit au bien-être, mais par une interprétation généreuse d'une de ces dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien les juges vont clairement défendre ce que l'on peut qualifier de bien-être, de la qualité de vie, le cadre de vie des individus. Alors cet article 8 de la Convention européenne, il dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Les deux, on s'accordera à dire qu'ils sont liés puisque le domicile, finalement, est une condition préalable pour garantir le respect de la vie privée. Alors, entendu comme cela, ce texte se rapproche de notre disposition sur le droit au respect de la vie privée. Chacun a droit au respect de la vie privée, article 9 du Code civil. Mais la petite particularité, c'est que les juges vont interpréter, les juges européens vont interpréter cet article 8 de manière très extensive, audacieuse, on l'a dit, mais de manière très extensive. En 1985, dans une affaire, les juges ont indiqué que la notion de vie privée recouvrait l'intégrité physique et morale de la personne. Alors qu'en France, l'article 9 se résume, ce qui est déjà pas mal, à protéger les éléments relevant de la sphère privée uniquement. Et cette disposition va alors être invoquée par les particuliers dans des situations dans lesquelles ils vont sentir qu'ils sont atteints dans leur bien-être. Bien-être dans une approche psychique, voire même lorsqu'ils vont être confrontés à leur environnement. Sur le fondement de cet article 8, les juges ont par exemple fait valoir qu'il est important que les enfants et les autres membres vulnérables de la société bénéficient d'une protection de l'État lorsque leur bien-être physique et mental est menacé. Ils ont jugé également que l'État doit mettre en place des mesures pour que l'enfant ne soit pas témoin de violences au sein de son foyer. Les États ont l'obligation de mettre en place des garanties juridiques pour protéger les femmes contre une stérilisation forcée, la stérilisation étant présentée par les juges comme ayant une incidence sur le bien-être physique et mental et la vie émotionnelle, spirituelle et familiale. Les juges européens établissent parfois un lien assez net entre le bien-être et le cadre de vie et l'environnement. Et il est vrai, on l'a dit, que pour s'épanouir correctement, encore faut-il être bien dans son environnement. Sachant d'ailleurs que d'après une étude, une personne sur 5 estime avoir des problèmes avec son voisin. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec leur voisin? Levez la main. Personne. Mais je suis convaincu qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez été confronté à des nuisances sonores, à de la fumée excessive, à un peu trop de lumière, peut-être une absence de lumière. Et sur le fondement de cet article 8, les juges européens vont clairement établir un lien entre le bien-être et l'environnement. Et ils l'ont fait notamment à partir d'un arrêt, l'arrêt Lopez-Ostra, du 9 décembre 1994. Arrêt qui va marquer une avancée considérable dans la reconnaissance d'un droit à la qualité de vie, un droit au bien-être. Il était question d'une citoyenne espagnole qui avait dû déménager avec sa famille pour échapper aux nuisances qui provenaient d'une station d'épuration. Station d'épuration située à quelques mètres de son domicile, vous imaginez la situation. Et sur le fondement de l'article 8, la Cour a considéré que les nuisances étaient bien constitutives d'une atteinte au droit à la vie privée et au domicile. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'appréciation des magistrats européens est allée bien au-delà des considérations liées à la seule santé. Les autorités espagnoles, il est vrai, avaient fait valoir qu'il n'y avait aucun risque grave pour la santé. Les juges ont néanmoins répondu que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressé. Or, depuis, bien d'autres décisions ont été rendues faisant référence au bien-être. On voit donc que la qualité de vie, désormais, elle ne se réduit plus à l'essentiel, la vie et la santé, mais oblige désormais les États à préserver, à œuvrer pour le bien-être des individus, entendu très largement. Alors, qu'en est-il de notre droit interne? Je parle de notre droit français.
est-ce qu'il y a des dispositions qui tendraient à améliorer le bien-être, la qualité de vie, le cadre de vie? Eh bien, on l'a dit, il n'y a pas de droit au bien-être en France, pas encore. Mais est-ce qu'il existe un mécanisme, pour autant, qui tendrait vers ce bien-être-là? Eh bien, dans une moindre mesure, on a un mécanisme. On a un mécanisme qui contribue considérablement à améliorer la qualité de vie. Le droit français a développé une arme redoutable contre les nuisances, à tel point qu'il est actuellement un des fondements juridiques les plus invoqués en justice. C'est le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Quand on étudie ces décisions, il ressort clairement qu'il y a une volonté des magistrats de protéger le cadre de vie, la qualité de vie des individus. Alors, contre certaines nuisances, dont le bruit, qualifié de nuisance d'ennemi numéro 1 des temps modernes, et à tel point que le bruit, les nuisances sonores ont leur propre réglementation. On a un décret du 31 août 2006, avec même des sanctions pénales à la clé, des contraventions. Cela dit, le bruit ne constitue pas la seule nuisance possible, et le mécanisme des troubles anormaux de voisinage ne se limite pas à la suppression de ces seules nuisances. Pour améliorer, dans le but d'assurer au maximum le bien-être des individus, eh bien, on se rend compte, quand on étudie la jurisprudence, que le juge a fait la chasse à tous les désagréments. Tous les désagréments. Tout ce qui peut gêner peut constituer un trouble anormal de voisinage. Alors, les bruits, on a des décisions sur les bruits de pas, d'aspirateur, un vide ordure. On peut être gêné par l'excès de lumière, suivi par le locataire d'un appartement qui se situe en dessous d'une enseigne lumineuse. On a un foisonnement de jurisprudence sur la perte de luminosité des constructions qui privent une propriété d'une partie ou de la totalité du soleil. On a également beaucoup de jurisprudence sur les faits de pollution. Il a été jugé que des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, des dépôts de ciment et gravier maculant l'environnement d'un restaurant, le débordement d'eau souillée par des hydrocarbures, la pollution de l'eau, etc. Et on a beaucoup de jurisprudence, de situations condamnées au titre des troubles anormaux de voisinage, en lien avec la privation de vue. Une vue qui a été privée, on a même un arrêt quand même assez atypique, où l'exploitant d'une carrière a été condamné pour avoir altéré la ligne de crête visible à des kilomètres par un propriétaire. Autrement dit, il avait porté atteinte au magnifique paysage qui se trouvait à des kilomètres et des kilomètres de celui qui se plaignait, qui invoquait un trouble anormal. Des arrêts sur la gêne esthétique également, du fait du dépôt de ferraille et matériel usagé en bordure de propriété. Ce qui rend également ce mécanisme de troubles anormaux de voisinage intéressant et efficace, c'est que contrairement à ce qu'il laisse entendre, il s'étend bien au-delà d'un rapport entre propriétaires voisins. L'action en trouble, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, n'est plus réservée aux propriétaires, plus uniquement aux propriétaires. Un locataire peut agir contre un autre propriétaire, un locataire peut agir contre un autre locataire. Un locataire peut agir contre un entrepreneur qui est simplement de passage. Mais également, le voisinage est trompeur parce que le voisinage s'est élargi. La proximité n'est pas une condition. Une personne peut se plaindre d'un trouble visuel en raison de l'installation d'une éolienne, mais une personne peut également se plaindre de la pollution de l'air qui provient, à cause du vent, d'une usine qui se trouverait à des kilomètres et des kilomètres de l'endroit où se trouve celui qui le subit. On a même des décisions qui condamnent le simple risque, un risque de dommage. Le fait pour un propriétaire d'entreposer des stocks de paille à proximité d'une habitation peut être condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison du risque d'incendie. Le fait de vivre avec un risque d'éboulement, le fait de vivre sous la projection permanente de balles de golf. Alors, tout cela nous rend plutôt optimistes, mais néanmoins, il y a des limites. Le bien-être commence à prendre forme. Pour autant, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle aujourd'hui à l'affirmation d'un droit au bien-être et surtout à son efficacité? Eh bien, plusieurs limites. La première limite, c'est la définition de cette notion. On a vu au début de cette conférence à quel point, finalement, cette notion de bien-être était loin d'être évidente. Donc, il faudrait déjà commencer par définir ce qu'on entend par bien-être. Et il s'agit ici d'un véritable défi. Ensuite,
il y aura la question de son interprétation. On a vu que le juge européen, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il avait fait une interprétation heureuse, généreuse, mais il n'était pas tenu de le faire. Donc, se posera la question, si ce droit entre en vigueur, de la manière avec laquelle le juge va interpréter cet article 8. Et selon l'interprétation, cet article 8 peut être, son champ d'application de cette disposition pourra être très étendu, au contraire réduit à une peau de chagrin. Mais surtout, eh bien, il est rare qu'un droit ne soit pas accompagné de limites. Par exemple, le droit à l'image ou le droit à la vie privée sont fréquemment mis en balance avec le droit d'informer ou la liberté d'expression. Il y a des cas dans lesquels, au nom de l'information, eh bien, vous ne pourrez pas vous opposer à la publication d'une image. C'est le cas également pour le droit de propriété, qui a ses limites. Limites liées à l'obligation de supporter une servitude, limites liées au PLU. Eh bien, c'est pareil pour tous les droits. Alors, qu'est-ce qui justifie fondamentalement une telle limite? Eh bien, on peut en trouver une dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans notre article 4. Et c'est un texte, j'en suis convaincu, vous l'avez déjà croisé, vous le connaissez. Que nous dit cet article? Il nous dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. » Autrement dit, un droit ne saurait exister sans limite. Alors, justement, notre article 8, qui nous a rendus si enthousiastes, eh bien, je ne l'ai pas dit, mais il possède lui-même un alinéa 2. Il possède ses propres limites. Que nous dit l'alinéa 2? Je cite, « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, donc droit à la vie privée et droit au respect du domicile. Pour autant, donc autrement dit, c'est possible qu'il y ait une ingérence, pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préservation des infractions pénales, etc., etc. » Le bien-être des individus, la vie privée, le domicile, peut être mis en balance avec le bien-être économique. C'est ce que nous dit l'alinéa 2. Et il est vrai que la Cour européenne a, par le passé, estimé par exemple que des mesures en matière d'immigration peuvent être justifiées, donc mesures en matière d'immigration prises par l'État, peuvent être justifiées par la défense du bien-être économique du pays, en raison de la densité de la population, la régulation du marché du travail. Il a été jugé également que la défense du bien-être économique du pays et la protection des droits et libertés d'autrui justifiaient l'agrandissement d'un aéroport. Notre principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, lui aussi, il a ses limites. Ce principe grâce auquel on peut faire taire le coq. Une première limite est à rechercher dans la nécessité d'assurer le tissu social, de rendre possible la vie en société et dans des intérêts économiques antagonistes. Il s'agit en réalité de chercher à concilier cette recherche de bien-être qui s'inscrit en définitive dans la réalisation personnelle et l'individualisme avec la vie en collectivité, avec les impératifs de la vie en collectivité. C'est ce qui justifie que les nuisances que nous avons évoquées, eh bien, elles sont condamnables, elles sont sanctionnables qu'à la condition d'être anormales. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ça veut dire qu'on se doit de supporter, de tolérer les troubles normaux. L'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage ne peut donc prospérer que si le trouble que l'on évoque est suffisamment grave. Mais aussi, il faut évoquer les intérêts économiques. Le législateur n'est pas resté insensible, et il est encore moins, depuis quelque temps, sur les intérêts économiques et sur la nécessité de ne pas trop faire obstacle au développement économique. Et on a, dans le Code de la construction et de l'habitation, un article, l'article L113-8, qui pose ce qu'on appelle une exonération de responsabilité. Une exonération de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conditions sont requises pour que la responsabilité de celui qui cause la nuisance soit engagée. Néanmoins, il ne verra pas sa responsabilité engagée. Eh bien, c'est le cas chaque fois que la nuisance, elle a pour origine une activité professionnelle. Alors, je cite une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale, aéronautique, et depuis peu,
dès lors qu'elle a pour origine une activité touristique et culturelle. Et bien dans ce cas, ces activités, ces nuisances qui sont générées, qui ont pour cause une telle activité, ne seront pas supprimées, n'entraîneront pas la responsabilité de leur auteur. Alors, voilà, en conclusion, je peux dire, voilà, on a vu ensemble un échantillon des rapports du droit avec la question du bien-être de l'individu dans son environnement. Il est certain que la qualité de vie a évolué, qu'on ne se limite plus à la satisfaction des besoins essentiels, manger, se nourrir, se loger, le droit à la vie, mais qu'elle s'oriente aujourd'hui vers la prise en compte d'autres objectifs qui intègrent davantage le bien-être des individus. Mais il faut voir également que ces avancées en termes de protection du bien-être vont faire face à des enjeux, des intérêts antagonistes et peut-être une définition qui devra être le plus précis possible pour être pertinente et susceptible d'être invoquée de manière pertinente devant les tribunaux. Merci pour votre attention.